peu actif dans la commission écologie d'Attaque et animateur de la collection Anthropocène. Je vais essayer d'être court parce que je suis assez d'accord avec une grande partie de ce qui a été dit, notamment par Jade à l'instant. Premier point que j'ai envie de dire, c'est qu'on est obligé de constater qu'aujourd'hui, 4-5 ans après, 3 ans après, la situation du monde, de la planète est encore pire que les scénarios les plus négatifs de 2015. Du rapport du GIEC avant la COP, du livre de Pablo, etc. En fait, les derniers travaux, les dernières observations, les derniers ouragans, etc., nous montrent qu'en fait c'est pire que ce qu'on croyait encore il y a 3-4 ans. Dans le dernier rapport du GIEC, le scénario le plus considéré comme le pire, celui de 4 degrés, est en fait le plus probable aujourd'hui. Dans le rapport du GIEC, on était à plus 30 cm de hausse de la mer à la fin du XXe siècle, du XXIe siècle. Là, on est plutôt à 1 mètre de la part des experts du GIEC, voire de 2 à 5 mètres dans la publi de l'année dernière comment il s'appelle, de Hansen. La semaine dernière, il y a 10 jours, il y a un rapport une publi à l'Académie des sciences américaine de Will Stephen et d'une quinzaine de scientifiques, climatologues, des sciences du système Terre, etc., qui montre qu'on est au-delà des 2 degrés dans le dépassement d'un seuil qui va faire, en fait, la Terre oscille depuis pas mal de centaines de milliers d'années entre 2 attracteurs, un attracteur chaud et froid, qui fait qu'on a un cycle glaciaire interglaciaire. Dans la publi qui vient de publier, ils disent on va sortir de ces oscillations-là pour rentrer dans un état de température de la planète qu'on n'a pas connu depuis 1,2 million d'années. Donc ça, c'est... donc finalement, les catastrophes, les alertes qui nous sont sorties par les scientifiques et qui sont déjà vécues par des gens, on l'a vu, sont pires que ce qu'on croyait il y a 3 ans. Ça va très vite, ça s'accélère. Donc c'est le premier point, c'est-à-dire que la catastrophe, c'est pas un imaginaire, c'est une réalité qui s'accélère. Le deuxième point, et pour ça j'ai envie de dire, merci à Pablo de nous avoir mis, nous les militants de gauche et altermondialistes, le nez dans ce caca. C'est pas que des technocrates du Club de Rome qui prédisent la catastrophe, c'est des anciens altermondialistes libertaires comme Pablo. Voilà. Donc merci aussi à Yves Cochet, même si on peut diverger politiquement, trouver que etc., d'avoir écrit un article l'année dernière dans lequel il disait dans les années 2030 c'est l'effondrement, la moitié de la population mondiale va disparaître de guerre, de famine, de désordre géopolitique, et puis peut-être à partir des années 2040-2050 les petits groupes qui auront survécu vont peut-être imaginer une renaissance, une autre forme de civilisation plus douce, etc. Voilà. En faisant ça, je crois que c'est des choses qu'on ne peut plus, à gauche, dans Attaque, rejeter d'un revers de la main. On est face à ça, et en même temps, mon deuxième point, ça sera très proche de ce qu'a dit Jade. Et là, j'ai envie de remercier d'autres gens, pas Yves Cochet et Pablo, de remercier les millionnaires qui sont en train de se construire des bunkers pour se protéger de ces catastrophes, c'est qu'ils nous montrent qu'ils sont en train de faire dissidence. Ils nous montrent qu'il y a des clivages sociaux qui sont en train de se renforcer face à cette tempête qui nous arrive. Et donc ils nous montrent que le choc de l'effondrement ne va pas du tout se passer comme les experts du Club de Rome ou des experts des sciences du système Terre d'aujourd'hui nous montrent. Ça va pas être une sorte de choc abstrait entre la population et les ressources, entre la population et les services écologiques que peut rendre la Terre, etc., qui fait qu'il va y avoir une espèce de truc abstrait quelque part dans le futur qui va être un effondrement. Non, c'est pas ça du tout qui se passe. Ça va être profond, ça a déjà commencé, et ça va être profondément différencié socialement et politiquement, et donc il faut le penser en termes d'inégalité sociale, en termes de géopolitique. C'est une redistribution de la puissance avec des rapports de pouvoir et des rapports de richesse à l'échelle du monde. Et je veux juste donner 2 exemples historiques par rapport à ça, de catastrophes passées. La Grande Peste, la guerre de 100 ans, 14e, 15e siècle, une en Europe occidentale, je ne me souviens plus, en France, en Europe occidentale, ça doit être 20 ou 25% de la population qui disparaît, si je me souviens bien.
ça a des effets en chaîne qui fait qu'il y a beaucoup moins de paysans, qu'il y a un rapport de force qui change, que les paysans vont finalement pouvoir contester le servage et obtenir un meilleur rapport de force avec les seigneurs. Du coup, on a une élite qui va se retrouver pour maintenir une certaine forme de domination et de richesse par une course vers l'Atlantique, les îles sucrières, puis l'Amérique et la conquête de l'Amérique, la naissance du capitalisme, le génocide amérindien, 50 millions de personnes en moins entre 1492 et 1650, donc ce monde effectivement amérindien qui disparaît, la naissance de l'État moderne et du capitalisme moderne. Donc on a une catastrophe qui n'est pas du tout neutre socialement, elle a généré l'extension d'un certain type de système social avec des gagnants et des perdants. Deuxième épisode du même genre, c'est les catastrophes qui sont à la fois climatiques et sociales à la fin du 19e siècle. On a des événements El Niño entre les années 1870 et la fin des années 1890. Il y a 40 millions de personnes qui meurent dans le monde à ce moment-là. C'est à peu près 3% de la population mondiale, donc c'est pas rien sur 25 ans. Essentiellement en Inde, enfin en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne et en Amazonie ou au Brésil. Ça a été étudié par Mike Davis. Ce phénomène-là, c'est pas juste un phénomène climatique, c'est pas juste les événements El Niño, c'est pas juste les moussons déréglés, etc., qui provoquent des famines. C'est aussi l'impérialisme colonial qui continue à exporter du blé d'Inde vers la métropole anglaise au moment où il y a des Indiens qui meurent de faim. C'est le système impérial chinois qui a été fragilisé par les guerres de l'opium et l'impérialisme britannique, etc. Et ces catastrophes de la fin du 19e siècle, non seulement elles ont été causées par un certain système monde, mais en plus elles ont accéléré la colonisation européenne du monde. L'Afrique de l'Est notamment et subsaharienne a été fragilisée par tous ces désordres climatiques qui ont provoqué des épidémies de maladies, des grandes migrations, etc. C'est à la faveur de ces troubles, de ces désordres écologiques, que la colonisation européenne a été d'autant plus facile à partir des années 1880, la conférence de Berlin, etc. Donc dans les deux cas, on a des catastrophes globales qui n'ont pas du tout été socialement neutres, hein, qui ont, dans le premier cas, la naissance du capitalisme et de l'expansion européenne. Dans le deuxième cas, la conquête du globe par le capitalisme industriel. Voilà. Donc, donc, ça plaide pour faire face à l'effondrement, le regarder en face, mais le regarder en face avec des outils qui sont socialement différenciés, qui vont regarder les inégalités de race, de classe, de genre, tout ce qu'a dit Jade, et géopolitiquement. Les rapports de puissance se redistribuent, il y a des zones qui sont beaucoup plus affectées. Ça va être l'Asie du Sud, entre la fonte des glaciers et la montée des eaux, ils sont dans un hypersiège. Ça va être l'Afrique. L'Europe n'est pas forcément dans une position merveilleuse. Et de l'autre côté, on a la Russie qui peut bénéficier des évolutions avec la fonte de l'Arctique, une nouvelle route commerciale, des nouvelles espaces qu'on peut cultiver en céréales en Sibérie, etc., etc. Et donc, il y a des asymétries qui se renforcent avec les effondrements. Et donc, du coup, pour conclure, la question c'est, en lien avec ce que disait Taddeo, les imaginaires émancipateurs, etc., comment on construit un imaginaire et des stratégies pour traverser les ruines, mais les traverser pas dans un univers de Mad Max, quoi. Comment les traverser dans des collectifs qui sont solidaires, dans des collectifs qui gardent une pratique de justice. Et là, pareil, peut-être on peut aller chercher dans l'histoire des situations. Je pense au mouvement anti-esclavagiste américain du 19e, où il y a eu tout un ensemble de circuits animés aussi bien par des Noirs que par des Blancs pour permettre à des esclaves du Sud de s'échapper et de venir vers le Nord. Je pense à la résistance, par exemple en France, des gens qui bloquent les trains, ça fait penser au blocage des trains du charbon, etc. On est dans des situations où on doit pas seulement réfléchir
à dépasser le capitalisme vers vers un avenir meilleur, mais on doit réfléchir à comment construire des collectifs qui vont traverser les années noires. Et du coup, c'est un peu différent de la façon dont les imaginaires émancipateurs révolutionnaires se sont projetés dans le futur jusqu'à présent. Je termine juste en rebondissant sur Tadzio, sur l'idée qu'il faut adapter les propositions d'action, il faut qu'elles soient aussi radicales que ne l'est le constat catastrophiste qu'on peut faire. Du coup, si on tire cet accro-trait, en gros, on a d'un côté une solution technocratique, géo-ingénierie, autoritaire planétaire, qui va prétendre sauver, et post-humaine, qui va sauver, et un capitalisme extraterrestre, qui va sauver la planète en pilotant la planète depuis l'espace à travers des satellites qui repoussent le Soleil, voire partir de la Terre, voire devenir post-humain, etc. Et de l'autre côté, des communautés autogérées sur des territoires, et il y a un affrontement qui se joue entre, et c'est là où ça recoupe ce que dit Latour et ce que dit Pablo, d'un côté les modernes, qui vont vouloir s'échapper de la Terre, la dominer encore plus, etc. Et de l'autre, les terrestres, c'est nous, et on a à construire nos stratégies.